C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Nous abordons aujourd'hui un point sensible de la théorie et de la clinique psychanalytique. Oreilles chastes, attention, vous allez entendre des propos qui risquent de vous choquer. À l'heure où la psychanalyse est dénoncée par certains comme un modèle patriarcal, phallocrate et rétrograde, et où la question du genre et de ses multiples avatars fait la une des médias, quelques précisions me semblent nécessaires. Depuis toujours, la psychanalyse a été décriée, que ce soit sur sa scientificité, sur son soi-disant pansexualisme, sur sa durée, sur son prix, sur la formation des psychanalystes. Les attaques sont venues de toutes parts, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et aujourd'hui ne fait pas exception. Nous pouvons nous en réjouir, c'est la preuve que la psychanalyse est bien vivante. Il me semble que toutes ces polémiques, au cours du temps, montrent le mélange de fascination et de répulsion qu'exerce la psychanalyse sur tout un chacun. Depuis plus d'un siècle, la psychanalyse a constitué un corpus théorique très vaste et complexe. Comparé à d'autres champs de savoir, il est intéressant de noter que le tout venant se sent autorisé à avoir un avis sur la question, alors qu'il reconnaît bien volontiers son incompétence à discuter des théories mathématiques, physiques ou biologiques, ou bien même dans le champ des sciences humaines, l'histoire, la sociologie ou la linguistique par exemple. Je pense que cette fascination et cette répulsion tiennent au dispositif même de la cure psychanalytique, à la parole qui y circule et qui ressort du plus intime de l'être, et que cette parole soit en lien avec un savoir et une vérité qui touchent chacun de nous. Lorsque je parle du plus intime de l'être et de vérité, je veux dire que, dans le cadre d'une cure psychanalytique, surgissent des paroles jamais partagées avec quiconque, jamais prononcées auparavant, ni même jamais pensées jusqu'à l'instant de leur surgissement. Quelle jeune mère osera par exemple dire ou s'avouer qu'elle trouve laid son enfant nouveau-né, ou qu'elle ne ressent pas une affection immédiate pour lui? Qui osera dire ses désirs destructeurs, ses mesquineries, ses bassesses, ses tricheries, ses lâchetés? Protégé par la confidentialité du cabinet, c'est le quotidien des psychanalystes d'entendre tout cela, et bien d'autres choses encore, de l'entendre et d'essayer de faire la part des choses. Ainsi, il importe de ne pas confondre la réalité psychique, faite de représentations et de fantasmes, et la réalité organique. Il importe également de ne pas confondre sexualité et génitalité. Nous sommes aussi confrontés à une temporalité très particulière. L'inconscient ne connaissant pas le temps, nous constatons régulièrement, par différentes voies, la persistance des théories sexuelles infantiles et des expériences faites dans la prime enfance. Ce sont ces constructions psychiques précoces qui sont les plus difficiles à atteindre et qui sont un enjeu majeur de la psychanalyse dont nous parlons aujourd'hui. Le plan de mon intervention est dans le titre. C'est un roc. Si vous fréquentez régulièrement les colloques ou la littérature psychanalytique, vous avez déjà dû entendre l'expression « roc de la castration ». Elle a fait florès dans le milieu. La première chose à noter est que Freud n'utilise pas cette expression en tant que telle. Voilà ce qu'il écrit à la fin de son fameux article « L'analyse avec fin et analyse sans fin » en 1937. La signification éminente de ces deux thèmes, le désir de pénis chez la femme et la rébellion contre la position passive chez l'homme, n'a pas échappé à l'attention de Ferenczi dans sa conférence de 1927. Il pose comme exigence que toute analyse devrait, pour être couronnée de succès, avoir maîtrisé ces deux complexes. J'aimerais, à partir de ma propre expérience, ajouter que je trouve ici Ferenczi particulièrement ambitieux. À aucun moment du travail analytique, on ne souffre davantage de sentir de manière oppressante la vanité d'efforts répétés, de soupçonner que l'on prêche aux poissons, que lorsqu'on veut inciter les femmes à abandonner leur désir de pénis comme irréalisable, et lorsqu'on voudrait convaincre les hommes qu'une position passive envers l'homme n'a pas toujours la signification d'une castration et qu'elle est indispensable dans de nombreuses relations de l'existence. De la surcompensation arrogante de l'homme découle l'une des plus fortes résistances de transfert. L'homme ne veut pas se soumettre à un substitut paternel, ne veut pas être son obligé, ne veut donc pas davantage accepter du médecin la guérison. Un transfert analogue ne peut pas s'instaurer à partir du désir de pénis de la femme. Par contre,
proviennent de cette source des accès de dépression graves, nés de la certitude intérieure que la cure analytique ne servira de rien et qu'aucune aide ne peut être apportée à la malade. On ne lui donnera pas tort si l'on sait que l'espoir d'acquérir malgré tout l'organe masculin dont le manque est douloureusement ressenti fut le motif le plus fort qui les poussait à la cure. Mais de cela, on tire encore un enseignement. La forme sous laquelle la résistance apparaît, que ce soit ou non en tant que transfert, importe peu. Ce qui reste déterminant, c'est que la résistance ne laisse se faire aucune modification, que tout reste en l'état. On a souvent l'impression, avec le désir de pénis et la protestation virile, de s'être frayé un passage à travers toute la stratification psychologique jusqu'au roc d'origine, et d'en avoir ainsi fini avec son travail. Il ne peut pas en être autrement, car pour le psychique, le biologique joue véritablement le rôle du roc d'origine sous-jacent. Le refus de la féminité ne peut évidemment rien être d'autre qu'un fait biologique, une part de cette grande énigme de la sexualité. Dire si et quand nous avons réussi dans une cure analytique à maîtriser ce facteur sera difficile. Nous nous consolons avec la certitude que nous avons procuré à l'analyser toute incitation possible pour réviser et modifier sa position à l'égard de ce facteur. Comme nous l'avons vu dans le passage que j'ai lu de l'article de Freud, celui-ci est sceptique sur la possibilité de dépasser ce roc d'origine. Mais la psychanalyse ne s'est pas arrêtée en 1937. Examinons s'il y a un au-delà de ce roc. C'est un pic. Tout au long de la cure, la technique psychanalytique produit des effets de castration. Cela peut même avoir lieu dès la première prise de contact, par téléphone. Pensons à l'anecdote relative à Jacques Lacan, qui, décrochant son téléphone et entendant « Allô Lacan ?» répond du tac au tac « Certainement pas » et raccroche. Dans un autre style, ceux d'entre nous qui assurent les permanences du service d'écoute téléphonique d'urgence savent la difficulté de manier l'outil téléphonique, mais aussi, comme il est possible dès les premières minutes, de faire entendre les effets d'une position autre. Dans une psychothérapie avec psychanalyste, les à côté de la séance elle-même produisent ces effets de castration. Serrer la main ou non, laisser ou pas libre accès aux toilettes, payer les séances manquées. Ce peut être aussi une façon de dire « Ah bon, vous vous autorisez à faire ça ?» Toutes ces petites piques bienveillantes attaquent petit à petit la masse des résistances et nous rapprochent du cœur de l'affaire. Au fur et à mesure du temps, la parole des psychanalysants nous indique qu'une transformation plus durable des forces en jeu dans l'appareil psychique a eu lieu. Le pic est aussi à entendre comme le point le plus élevé, comme on parle d'un pic de fièvre ou d'un pic d'angoisse. Une psychanalyse n'est pas un long fleuve tranquille. Il ne faut pas croire que plus la psychanalyse avance, plus elle est facile. Comme l'avait signalé Freud, plus on s'approche du cœur du refoulement, plus les résistances augmentent. C'est un cap. Il s'agit d'un cap à franchir. Nous pouvons penser ici au cap de Bonne-Espérance, par exemple. Situé à l'extrême sud du continent africain, il est nécessaire de le doubler pour poursuivre la navigation et pouvoir remonter vers le nord. Dans le vocabulaire maritime, le verbe doubler signifie aller au-delà, dépasser. Marcel Schermack, dans un article intitulé « Défaire par la parole », questionne d'une façon éclairante ce point essentiel. Je le cite. Une fois que quelqu'un a analysé toutes les avenues signifiantes qui peuvent le déterminer, comme également le fantasme dont il peut se soutenir, ce fantasme qui rend, comme le formulait Lacan, son plaisir apte au désir, à quoi donc peut tenir le fait qu'il puisse le larguer? Et là, nous rencontrons une question essentielle, parce qu'elle met en jeu, pour chaque analysant, la question de savoir jusqu'à quel point il veut aller en acte, c'est-à-dire jusqu'à quel point il a pu analyser, ce qu'il a pu analyser est disponible à être traduit concrètement dans sa conduite, c'est-à-dire dans ce qu'il est en mesure de mener matériellement avec et par rapport aux autres, dans sa vie privée comme dans sa vie sociale. Dans quoi, en somme, est-il prêt à s'engager? Il articule un peu plus loin la possibilité de ce franchissement
au propre franchissement qu'a pu effectuer le psychanalyste dans sa propre cure. Je le cite de nouveau. Il y a une interrogation décisive, celle du moment où nous nous confrontons à la castration. Il va de soi que cela concerne de la même façon et tout autant l'analyste, quelles que soient les réponses que l'on pourrait accorder au fait de savoir d'où vient chez un analysant l'aptitude à larguer ce dont il se soutient, à prendre des risques, à faire un saut dans le vide. Il n'en reste pas moins que cette aptitude est déterminée en bonne part de ce qu'il a pu entendre, recevoir ou percevoir de son analyste dans la façon même dont ce dernier a soutenu sa démarche d'analysant. Il y a des façons de mener une cure qui, tout en amenant des sujets à avoir analysé l'essentiel de ce qui les détermine, en porteront certains à se larguer de leur objet et d'autres pas. Ce qui tiendra peut-être au point où la question de l'acte dans sa conjoncture analytique en sera venue pour l'analyste lui-même. C'est un fait d'expérience pour le clinicien d'observer l'articulation entre ses propres avancées dans sa cure et les avancées qu'il peut observer chez les patients et psychanalysants qui sont en cure chez lui. Il me semble important d'articuler ce point à la proposition de Fernando de Amorim, qui stipule que, pour le psychanalyste, tant qu'il pratique la clinique, sa psychanalyse soit sans fin. Cela afin de protéger la psychanalyse et le psychanalysant du moi du psychanalyste. Pour conclure, je laisserai la parole à un grand sportif. Il s'agit de Jean Galfione, qui a été champion olympique de saut à la perche à Atlanta en 1996. L'épreuve de saut à la perche me paraît bien illustrer le roc, le pic et le cap. Il était interviewé par Philippe Collin sur France Inter dans l'émission L'œil du tigre, diffusée le dimanche 13 janvier 2019. On lui pose la question: comment pourriez-vous résumer l'esprit de ce sport qui a autant marqué votre vie? Voilà ce qu'il répond. C'est une discipline à part. Moi, j'ai fait pas mal de disciplines, de l'athlétisme, de sports différents quand j'ai commencé. Quand j'ai découvert cette épreuve-là, j'étais très frustré. Elle est très technique et mes seules qualités physiques ne suffisaient pas à être efficaces. Je me suis accroché d'autant plus. Si on n'a pas cette faculté à être un petit peu heureux, joyeux et enthousiaste, le résultat est nul. Et puis, en même temps, c'est une épreuve de camaraderie. On reste longtemps sur les stades ensemble, 4-5 heures, plus les entraînements, qui rassemblent beaucoup les athlètes et les adversaires aussi. C'est une discipline compliquée. On peut être très très fort et passer complètement à côté d'un concours. C'est juste 3 essais. Donc, l'humilité est présente, bien sûr, parce que la défaite et la victoire sont très proches. J'ai appris dans la suite de l'interview que depuis la fin de sa carrière sportive, Jean Galfione s'adonne régulièrement à la navigation en haute mer. Ce dimanche après-midi-là, la parole de cet homme m'a donné le sourire. Je vous remercie.